Donc Lacan, nous et le réel, 21e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Lacan dit que le moi est une illusion. Mais on retrouve cette affirmation dans toute l'histoire de la philosophie. Pascal, Descartes, Kant, Nietzsche, jusqu'au bouddhisme. Tu rappelles souvent que le sujet de la philosophie n'est pas celui de la psychanalyse. Pourrait-on dire que le moi de la philosophie n'est pas le moi de la psychanalyse? C'est très complexe comme question, parce qu'en même temps, c'est ce sur quoi repose effectivement non seulement la psychanalyse, mais aussi l'idée de ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Donc si tu dis que ce n'est pas le même, c'est qu'effectivement, si dans Bouddha, pour Bouddha, le moi est maya, c'est-à-dire illusion, mais le monde lui-même est illusion, il est maya. C'est que l'idée d'une individualité propre, indépendante de tout le reste du monde, est absolument inconcevable à ce moment-là. Elle ne devient concevable en fait qu'avec l'avènement, le matin grec, où par la structure même de la langue grecque va être ramenée une responsabilité subjective qui fait une encoche dans la collectivité a priori. Mais ce n'est pas encore vraiment le moi de l'individu de masse de la société capitaliste. Et effectivement, dans la controverse entre saint Thomas d'Aquin et Averroès, portant sur Aristote, Averroès ne conçoit pas une idée de moi encore. Alors c'est un terme très complexe, le moi. Et peut-être justement, ça nous permet de revenir sur une psychogénèse lacanienne qui est propre à Lacan, justement. Parce que là, tu me permets grâce à cette question, de traiter un peu la notion d'aliénation telle qu'elle apparaît dans l'enseignement lacanien. Parce qu'au départ, l'aliénation, elle est liée à l'image chez Lacan. L'homme est aliéné à son image. C'est le stade du miroir, elle a une fonction spéculaire. Et donc l'image, évidemment, un miroir, ça dédouble. Donc l'image se dédouble elle-même en un moi idéal. L'image que je vois dans le miroir, c'est le moi idéal. Mais immédiatement apparaît un double rival. Donc on revient là sur les séminaires sur Twin Peaks et David Lynch, la notion de double. Et simultanément, Lacan ne cesse pas de dire que l'aliénation, elle est du signifiant, au signifiant. C'est-à-dire que le sujet est aliéné au signifiant. Alors, comment on peut imaginer cette psychogénèse-là? C'est ce qui est intéressant dans cette notion-là de moi. Parce que justement, le moi, ce n'est pas le jeu. Alors quand on dit, plutôt quand vous entendez quelqu'un qui dit « moi-je », ce n'est pas le sujet qui parle. Vous êtes sûr que là, ce n'est pas le sujet. C'est justement la différence que fait Lacan entre le sujet de l'énoncé et le sujet de l'énonciation. Le sujet de l'énonciation est indicible, il est ce qui est présupposé logiquement pour qu'il y ait eu un énoncé. Tandis que le moi-je, c'est souvent le sujet de l'énoncé qui se prend pour un sujet de l'énonciation, mais qui ne se définit pas donc par rapport à l'engagement que propose la parole qui est un énoncé. Donc,
entre ce moi et ce je, comment ça se passe? On va essayer d'imaginer un peu les choses. Très souvent, je dis, il faut retrouver la dimension hegelienne de Lacan. Alors, je ne suis pas sans savoir que, à la fin de son enseignement, Lacan s'est éloigné de Hegel. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec lui sur certaines choses, etc. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, les gens s'en servent pour ne pas aborder Hegel et ne pas voir, justement, que on ne peut comprendre Lacan qu'à partir de Hegel. Parce que si s'en est éloigné, Lacan, c'est d'abord, il l'a traversé. Il a traversé l'enseignement de Koyev sur notamment la dialectique du maître et de l'esclave, qui va permettre de comprendre justement cette formation du moi, avec cette diplopie que la notion implique, notamment le dédoublement du moi idéal en double rival. Donc, on imagine un petit bébé, un enfant, qui lui est en prise justement avec l'autre. Pour simplifier, on peut dire que l'autre, le grand autre, là, c'est sa mère. Mais c'est pas sa mère en tant que personne, hein, c'est une fonction qui définit les possibilités du sujet et dont le sujet dépend. On en a déjà assez parlé, hein, la néoténie qui caractérise notre espèce fait que lorsque nous arrivons au monde, nous n'avons aucune capacité de nous débrouiller tout seuls pour quoi que ce soit. Nous devons être alimentés, choyés, on doit nous parler pour nous humaniser, sinon on ne s'en sort pas. Donc nous sommes tout le temps référents de l'autre en tant qu'il y ait une instance qui nous signifie, à proprement parler, c'est-à-dire vraiment nous faire rentrer dans un registre de sens, notamment par la parole, bien sûr, mais aussi par le fait de nourrir, de laver, de faire la toilette, etc., qui sont des phrases, hein, c'est pas seulement des gestes, ces gestes-là se décomposent dans un certain nombre de séquences qui sont des phrases. Donc, il y a de la part de ce sujet-là, le sujet à venir, hein, il est pour l'instant en potentiel. Il se trouve face à une surdétermination qui lui vient de la part de l'autre. Il ne peut pas faire face à l'univers de sens qui lui est proposé. Parce que il ne sait pas et il ne dispose pas du matériel symbolique, de l'arsenal conceptuel qui lui permettrait de mettre les termes exacts, les mots justes sur ce qui se passe. Donc, supposons par exemple que la mère va pour se pencher sur son bébé et qu'il attend quelque chose d'elle, et puis d'un seul coup, elle se détourne, elle va ailleurs. C'est incompréhensible pour lui, cette situation-là. Donc, il ne peut pas saisir, il ne peut pas mettre de mots, donc il est face à un réel, c'est-à-dire c'est ça le réel du désir de l'autre. Il n'en sait rien, il ne peut rien en dire, il ne peut rien savoir si ce n'est que c'est quelque chose d'anxiogène. Pourquoi? C'est la phrase de Lacan, « Que vuoi ?» Qu'est-ce qu'elle me veut? Alors, ça c'est un exemple, mais il peut y avoir des milliers d'exemples comme ça. Et donc on peut imaginer que dans cette fonction spéculaire originelle qui est liée aussi à cette notion de signifiant, alors là je fais une petite incise très brève, mais pour dire que dès que nous sommes en tant qu'être humain, c'est-à-dire en tant que corps parlant, même si le bébé ne parle pas, il est un corps parlant à venir, ça veut dire que nous sommes inscrits dans un registre symbolique. Nous sommes signifiés par la parole. Donc, le sujet, on l'a vu, appartient au symbolique. C'est un mot, d'abord, c'est pouvoir dire « je ». Même si le sujet, justement, barré de la psychanalyse, le sujet de l'énonciation réelle, justement, lui ne peut pas se dire, mais il est l'instance
présupposé logiquement qui peut faire en sorte que je dise je. C'est-à-dire qu'on est obligé de le présupposer logiquement. Donc, le sujet est là potentiellement. Ce qui veut dire que on est obligé de se poser la question, il était où avant? Est-ce qu'il y a un sujet avant? Alors bien sûr, on peut dire, comme on l'a déjà abordé, qu'il y a un sujet potentiel qui est lié au fait qu'il est déjà nommé. Donc les parents disent il va s'appeler Bernard ou Francis ou Marguerite. Donc c'est déjà un sujet nommé. Aujourd'hui les parents parlent au bébé dans le ventre, encore aux embryons, mais il y a aussi de tout temps, du fait qu'il apparaît dans une phrase, il est déjà sujet. Oui, alors on peut se satisfaire de ça, mais si on pousse plus loin, l'être en tant que tel, c'est-à-dire l'embryon dans le ventre, par exemple, ou même avant ça, c'est-à-dire que quand les parents décident de faire un enfant, ils ont un désir, et puis ce désir va se réaliser. Est-ce qu'il y a déjà un sujet là? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un sujet à la pulsion pure? Ou est-ce que nous sommes obligés de présupposer un monde acéphale de pulsion pure, non encore subjectivée? C'est ça la difficulté, puisque avant la naissance, déjà dans le ventre, si vous observez ça, il y a l'apnonomie de François Dolto, etc., l'embryon réagit aux mots qui lui sont adressés dans le ventre. Oui? Je pense à Schelling. Ce n'est pas les parents qui choisissent de faire un enfant, c'est l'enfant qui choisit les parents qui vont le concevoir. Voilà, voilà. Alors c'est là justement où nous sommes dans la métaphysique la plus audacieuse de l'histoire de l'humanité, qui a été écrite par Schelling, donc c'est philosophie de la mythologie, mais surtout les âges du monde, où il est tellement puissant dans les capacités scénariques de déploiement conceptuel, Schelling, qu'il arrive à poser la question de ce que pouvait être Dieu avant de devenir Dieu. Alors, le problème, c'est il peut aller dans un sens, c'est dur de revenir en sens inverse. Mais en fait, ça permet de poser la question d'un désir. Alors, il appelle ça, je crois, Entscheidung. Il faudra vérifier, mais c'est le désir de se prendre soi-même, de se choisir un caractère, un tempérament éternel à ce moment-là. Voilà. Donc on voit qu'il y a déjà la limite de, disons, l'arrivée dans le monde, disons, matériel, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment matériel, c'est le monde physique. Hein, la physis en grec, c'est un monde qui ne correspond pas ni à notre nature aujourd'hui, ni vraiment à la matière. Mais pour les chrétiens, c'est l'incarnation. Donc, il y a l'incarnation d'un être. Donc, qu'était-il avant d'être là? Alors, on a cette spéculation métaphysique qui est des plus audacieuses de Schelling sur la possibilité que reprend Dolto d'ailleurs, de dire que un enfant, ce n'est pas seulement le désir des parents, mais c'est trois désirs, le désir d'un être de venir aussi. Hein, donc, on est sur une dimension totalement métaphysique. Mais la métaphysique n'exclut pas la possibilité de trouver des correspondants logiques. Donc, ce qui veut dire que dès qu'il arrive au stade de l'incarnation, nous en sommes là à une dimension symbolique. Hein, il est parlé avant d'être parlant, et il répond de la parole. Donc, il répond aussi de l'absence de parole qui fait partie de la parole. Donc ça veut dire qu'on est obligé de donner un sujet à la pulsion primitive avant
que le sujet advienne en tant que support. Après, on dira symptôme, hein, dans le sens lacanien, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quelque chose, au moins un corps, une caisse de résonance à partir duquel le sujet puisse justement se reconnaître comme tel dans le monde. Donc, la fondation du moi commence très tôt, là, comme un effet d'abord de perte, il y a quelque chose qui manque au bébé qui ne comprend pas, il ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas de quoi il est l'enjeu. Hein. Alors bien sûr, il y a une mère qui s'occupe de lui, meilleur des cas, un père aussi, enfin aujourd'hui c'est plus très à la mode, hein, mais n'empêche que, on peut dire que il y a une fonction, il y a des fonctions à l'œuvre là, et dans les trous, dans les impossibilités pour lui de saisir la logique de ce qui se passe, alors il va faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il va d'une part s'identifier à l'autre, et d'autre part se dédoubler. Et il va faire en sorte que l'autre puisse répondre de ce que lui ne peut pas dire. Donc c'est ça, on peut dire, la formation du fantasme. C'est-à-dire que la création du fantasme, c'est la première peau, la première couche du moi. Le bébé va imaginer d'abord, en référence à l'identification à l'autre, quelqu'un qui va lui servir d'interface et qui va pouvoir répondre. Donc c'est là où il imagine des scénarios avec le peu de matériel symbolique qu'il a, mais il essaye de comprendre quelque chose et il commence à suturer avec des mots le vide de l'impossibilité qu'il y a de rentrer en contact avec le désir de l'autre. Donc on peut dire que le moi, au départ, en fait, c'est un artifice qui est de dédoublement et qui permet de trouver une interface avec le désir de l'autre par l'artefact, l'artifice du dédoublement. Simultanément, ce moi, paradoxalement, eh bien, il est toujours autre pour le sujet. Ce en quoi le moi devient simultanément un autre rival. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre de ce dédoublement entre l'autre comme moi et l'autre rival. C'est la même chose. En fait, c'est simultané. Donc, on voit pourquoi le moi est une illusion, là. Parce que déjà, il est toujours autre pour le sujet. Et s'il lui permet cette médiation, c'est dans un moment de la psychogénèse où c'est indispensable d'avoir cette peau, cette membrane-là, psychique, qui vienne empêcher de mourir dans l'aspiration du vide du désir de l'autre. Et après, bien sûr, ce moi va être le principal handicap et la source même de l'aliénation. Puisque dans le dédoublement qui est proposé là, le moi va se comporter comme une instance du sujet, alors qu'il est un autre du sujet. Ça, c'est ce qui fait dire à Lacan que le moi a une structure paranoïaque. Et que la manière que nous avons de désirer, c'est au moyen de notre moi symptôme. C'est-à-dire que pour subir des affects du réel, il faut qu'on les absorbe avec notre moi symptôme, qui nous sert à la fois de moyen identificatoire, et puis de dédoublement, et de se reconnaître dans une lutte de la reconnaissance avec un autre rival. Et toutes ces choses-là sont simultanées. Donc par exemple, quand vous regardez un film, par exemple à la télé, que vous vous mettez à pleurer, ou au cinéma,
En fait, pour arriver à cet état d'émotion, devant une image ou quelque chose, vous aurez été obligé préalablement de vous identifier à quelqu'un qui aurait eu cet affect-là. C'est ça la fonction du moi, c'est une fonction d'image, et c'est ce en quoi, justement, le moi est déjà un symptôme, en fait. Et c'est pour ça que la psychanalyse propose de réduire et d'évincer le moi au profit du sujet, le je, qui lui n'est pas imaginaire, il est symbolique et réel, mais on verra ça tout à l'heure. Lacan dit si on forme des analystes, c'est pour que le moi soit absent. Oui. Aussi, c'est une illusion. Alors, lui, après, il dit ça, effectivement. Si on forme des analystes, c'est pour que le moi soit absent. Mais il dit on n'y arrive jamais tout à fait. Parce que justement, c'est là où c'est là où il se différencie de Freud. Par rapport à Freud, parle d'identification hystérique, et lui, il parle de moi en tant que paranoïaque. Donc on est sur le mode de l'identification. Et effectivement, le moi ne peut pas disparaître totalement. C'est là où il s'agit d'enchaîner et d'articuler avec la notion de symptôme en psychanalyse, c'est-à-dire que il y a une jouissance à l'œuvre qui s'est mise en place dès le début avec cette première apparition du moi et qui va perdurer et qui va former les symptômes. En fait. Mais le moi lui-même, on l'a vu, c'est déjà un symptôme. Or, dans le travail de la cure, dans la réduction des symptômes, il y a quelque chose qui va résister. Et cette résistance-là, elle est liée à la jouissance qui lui est corrélée. De ce fait-là, le moi ne disparaît pas totalement, mais il devient, en psychanalyse, symptôme, c'est-à-dire c'est le passage de symptôme à symptôme, c'est-à-dire le dernier support sans lequel le sujet n'a plus rien sur quoi se tenir. Donc, effectivement, c'est un nœud de jouissance. Mais il est identifié comme tel. Donc, la libération ou la désaliénation n'est jamais totale. Elle est surtout conscience de l'aliénation et capacité de faire avec le symptôme. Dans les écrits techniques de Freud, le moi est plusieurs fois évoqué en tant que siège de l'aliénation, lieu du leurre, de l'illusion, qui dissimule le rapport du sujet à la vérité, au désir. Comme dans la progression de la phénoménologie hegelienne, le moi, en tant que sujet aliéné, n'est pas une donnée biologique, mais un effet de la médiation imaginaire à autrui. Dans un premier temps, miroir, moi idéal, semblable, autre rival, et culture, autre avec un grand A. Le moi n'est pas un effet de l'adaptation de l'organisme à la réalité. Au contraire, son rapport à la réalité, dans sa consistance matérielle par rapport à l'objet ou symbolique par rapport au signifiant, est structurellement paranoïaque, au sens le plus courant du terme. Dans son séminaire sur les psychoses, Lacan énonce sans détour: l'aliénation, c'est l'imaginaire en tant que tel. Dès 1969, Lacan cesse d'utiliser dans ses séminaires le terme aliénation, au sens hegeliano-marxiste, pour établir une définition de l'aliénation qui prenne en compte l'écart entre le moi, imaginaire symbolique, et le je, symbolique réel, spécifique à la psychanalyse. L'aliénation, c'est le fer de lance de la critique sociale. Oui. Les situationnistes, l'ultra-gauche, tous en parlent. Ils oublient peut-être de s'inclure dedans. Voilà. D'un autre côté, Zizek, qui est plutôt du côté de la psychanalyse, affirme: nous avons besoin d'aliénation. Ben ça, je te remercie de me mettre, de me dérouler un tapis rouge, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est là où justement réside l'impossibilité de la confusion entre Marx et Freud. Parce que c'est Marx qui est à l'origine du concept même d'aliénation. Effectivement, sur un plan logique, ça se tient tout à fait.
Le problème, justement, avec les marxistes, c'est déjà, est-ce qu'ils lisent vraiment Marx? mais surtout, ils ne connaissent pas Freud. Enfin, disons, c'est pas tout, comme tu le mettais dernièrement, de connaître Freud, hein, mais il faut sortir soi-même à l'appel toute la merde ontologique qu'on a créée, justement, par notre propre aliénation au moi. Parce que la première aliénation, ce que les acteurs de la critique sociale, et d'ailleurs, je suis un peu en désaccord avec Zizek pour la première fois depuis un certain temps, parce que Zizek a toujours été absolument impeccable là-dessus, sauf que depuis qu'il fait moins de livres vraiment purement philosophiques et psychanalytiques, et qui fait plus des livres qui sont tirés de ses interventions médiatiques, il est pris dans le discours des médias, et de ce fait-là, il n'a plus la même attitude de réserve vis-à-vis des signifiants de la réalité. Et donc, il prend parti pour un signifiant contre un autre signifiant. Donc, mais auparavant, il ne faisait pas ça, et même, il rendait grâce à Lacan d'être jamais tombé là-dedans, et de justement penser que si une autre manière de considérer la politique était possible, c'est justement par un retrait des signifiants qui constituent la réalité. C'est pas à l'intérieur de cette réalité-là, mais par un retrait qui permet la survenue de nouveaux signifiants. Et donc, effectivement, cette notion d'aliénation, elle est surexploitée, je dirais, mais non seulement la plupart des acteurs de la critique sociale se seraient bien inspirés de lire très précisément Marx, mais aussi de faire une analyse, et puis même de se reporter à cette phrase de Giono, que j'adore, je ne décris pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il est lorsque je m'y ajoute, ce qui évidemment ne le simplifie pas. Donc, parce que la base absolue de l'aliénation, c'est justement cette fonction du moi. Cette fonction du moi qui est cette interface imaginaire symbolique par rapport au sujet qui lui est symbolique réel. Et en ne s'incluant pas eux-mêmes dans le monde qu'ils décrivent, ils permettent une sorte de dérive cynique qui les exclut en tant que sujet de l'énonciation. C'est pour ça que malgré mon amitié pour Dominique Pagani, par exemple, je serais absolument intraitable sur la mauvaise lecture qui est ridicule que fait Kluskar en parlant d'inconscient de l'inconscient. Et en disant ça, il ne fait que montrer qu'il ne sait pas ce que c'est que l'inconscient. C'est-à-dire qu'il se fait une idée de l'inconscient qui est de quelqu'un qui non seulement n'est pas passé par la cure analytique, mais qui est dans une acception laxiste de l'inconscient comme quelque chose qui ne serait pas conscient. Or, l'inconscient, ce n'est pas justement le contraire du conscient. L'Umbewusst freudien, c'est ce qui naît sur le mode d'un battement, d'une palpitation pendant la cure analytique et qui vaut pour les deux protagonistes de la cure, c'est-à-dire l'analyste et l'analysant. C'est-à-dire que l'analysant, à un moment, va ouvrir son inconscient à son insu. Et l'analyste va l'entendre. Et à ce moment-là, il va lui faire remarquer la béance et l'ouverture là du langage, c'est-à-dire l'équivoque absolu et le premier pas vers la désaliénation. Le premier moment de désaliénation, c'est que le grand autre n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire, le grand autre du langage, etc. Et pour ça, il faut passer par la cure. Sinon, on est toujours dupe des mots. Hein, on prend les mots pour des choses en permanence et en oubliant de s'y inclure soi-même comme une propre détermination symbolique de notre propre sujet. Donc voilà, là par exemple, on a une approche très précise de la possibilité psychanalytique de repenser quelque chose sur la politique qui est déjà inscrite par Lacan. Je ne prétends pas que je l'amène. D'abord, Zizek a fait ça jusqu'à il y a peu de temps. Là. Il n'y a que maintenant qu'il choisit malheureusement des signifiants dans le monde existant en se déclarant féministe ou des choses comme ça. C'est absurde. Hein, c'est pas sur ce plan-là que les choses se passent. Donc sur le plan politique, il y a une nouvelle approche qui est possible par la psychanalyse, mais qui demande effectivement un retrait par rapport aux signifiants ordinaires de la réalité telle qu'elle est présentée.
Alors, la désaliénation présuppose comme moment logique la réconciliation avec l'aliénation. Donc ça veut dire l'identification de où repose précisément l'aliénation. Sans l'identification précise, tant que les acteurs de la vie sociale, comme tu en parles, sont dans une espèce de revendication de l'autre, c'est l'autre exploiteur, c'est le patronat, c'est le capitaliste, etc. Ils se trompent, ils s'illusionnent sur l'origine de l'aliénation. C'est pour ça que, justement, c'est là où je suis pas d'accord du tout avec Puskar, malgré mon amitié avec Dominique. Je lui dis, quand lui prétend... Alors, bien sûr que la praxis marxiste, c'est-à-dire que la praxis marxiste, c'est très, très intelligent, hein, et c'est vrai, c'est la vérité. C'est-à-dire que, quand Dominique donne l'exemple, quand tu marches sur un trottoir, tu es en relation avec, sans le savoir, et en reconnaissance aussi, sans le savoir, de Monsieur Abdallah, qui a participé au fait de faire ce trottoir dans un cadre de relations sociales prédéterminées où il a été exploité parce que son travail ne lui a pas été payé à sa juste valeur, etc. Et donc il y a une praxis qui fait que nous sommes des sujets historiques. C'est plus la même chose qu'il y a un siècle et un siècle avant, etc. Parce que entre-temps, il y a eu un travail humain. Justement, bon, c'est tout le thème de Dominique, notamment cette année, il va développer la différence entre la nature et le paysage. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde confond la nature et le paysage. L'écologisme, c'est aberrant. Hein. Il pense que voir un paysage comme ça, c'est la nature. C'est pas du tout ça, la nature. Hein. Ça, c'est parce qu'il y a eu des milliers d'années de travail humain que nous en sommes là. Donc, réinscrire cette dimension de la praxis vraiment marxienne dans l'histoire, c'est impératif, je suis d'accord avec ça. Mais l'erreur, elle est de penser que la praxis elle-même est antécédente au mot pour la nommer. C'est-à-dire que l'aliénation du moi, c'est l'aliénation au mot d'abord. Et donc, ce sont d'abord les signifiants qui vont nous aliéner simultanément à l'image, et donc l'identification de la source de l'aliénation et la réconciliation avec cette source-là sont un prolégomène à toutes des aliénations véritables. Sinon, il n'y a pas des aliénations. Ce sont le remplacement d'exploiteurs par d'autres exploiteurs, de nouveaux exploiteurs, comme ça se passe tout le temps. Alors, c'est pour ça que, quelque part, je pense que Godard a raison, hein, la gauche et la droite ont été inversées, mais pas le haut et le bas. Aujourd'hui, il n'y a pas plus contre-aliénation que la gauche, qui est dans tous les fantômes de pseudo-libération. Là, ils en font des affaires de principe, de la GPA. Le combat à mener, il n'est pas la gauche contre la droite, sûrement pas. Hein, il est justement en dehors de ça, et Marx ne s'inscrit pas du côté de la gauche actuelle, pas du tout non plus. Hein. Ça a été complètement inversé. Ça demande un pas de retrait et de retrouver avec les signifiants originels et le dialogue de Lacan avec Hegel et de Lacan avec Marx pour retrouver une nouvelle voie politique qui soit celle d'une désaliénation véritable, pas cette pseudo-émancipation dont tout le monde parle, qui n'a rien à voir avec l'émancipation, puisque les signifiants eux-mêmes continuent leur travail, hein, sur le mode hegelien, justement. C'est-à-dire que ce sont des notions qui se déploient et qui se combattent entre elles en utilisant les passions des hommes. Mais ça nous dépasse, c'est-à-dire qu'on n'a rien à voir avec ce réel-là. On l'a vu là pour la conférence sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le problème des hommes, ils sont tellement narcissiques à cause de ce moi qu'ils ne peuvent pas supporter de ne rien avoir à faire avec le réel.
Donc le réel, c'est quand même, il faut réécouter cette conférence-là, et puis surtout réécouter Lacan de 1953 sur la cybernétique, c'est-à-dire que il y a quelque chose avec lequel nous n'avons rien à faire, en fait. Nous ne sommes pas responsables de ça. Ce qui veut dire que, par ailleurs, notre responsabilité est infinie. Mais la différence entre la psychanalyse et la science, c'est que la science, elle, va viser ce réel, et évidemment le rater à chaque fois, puisque c'est en le ratant à chaque fois qu'elle reste une science, et tandis que la psychanalyse, c'est de faire avec ce réel-là. Alors, bien sûr, on a assez rigolé, faire avec le réel, c'est aujourd'hui le climat, par exemple. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est une grande évolution d'être passé de faire des danses comme le faisaient les Indiens pour faire venir la pluie, les Indiens d'Amérique, je sais pas, à aujourd'hui marcher pour le climat, hein? Est-ce qu'il y a eu vraiment une grande évolution là-dedans? Il s'agit de sortir de toutes ces illusions, de tous ces mots qui sont des mots qui sont médiés par des moi et qui ne sont pas pris dans leur acception symbolique, c'est-à-dire ce qui amène à faire avec le réel. Nous devons faire avec le réel. Et avec ce réel-là, c'est aussi notre aliénation au signifiant, qui nous est singulière à chacun. Et c'est en acceptant la singularité absolue de notre aliénation au signifiant, de chacun de nous, paradoxalement, que peut se créer un collectif. Parce que c'est la même chose, parce que ça correspond à ce dédoublement du moi en moi idéal, c'est-à-dire image dans le miroir, et moi rival, et c'est là où on retrouve vraiment toute la phénoménologie de l'esprit de Hegel, qui peut être résumée, comme le faisait Koyev, dans cette dialectique du maître et de l'esclave, qui constitue son acmé, son zénith. C'est absolument indépassable, et c'est vrai, ça marche à tous les coups, c'est vrai, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais voilà, aujourd'hui, pour travailler Lacan, sans vouloir rien savoir de Hegel, parce que Lacan, à bon escient, s'en est distancié à la fin, c'est passer complètement à côté de Lacan, c'est de faire de la psychologie, et la psychologie, ça souscrit au marché, hein, comme chacun sait. Lacan en a déjà assez parlé, la psychologie est serve. Je reviens sur Zizek. Il y a quelques années, il écrivait que la presse d'Israël le traitait d'antisémite et la presse arabe de pro-sioniste, et d'en conclure que lorsqu'on a tous les partis contre soi, on est à la bonne place. Est-ce que c'est pas une position un peu facile? Non, c'est pas facile, au contraire. Je pense qu'il y a plus de vérité là que quand il se déclare aujourd'hui pro, je ne sais quel représentant de la gauche, Corbyn ou je sais pas quoi, ou quand il dit qu'il est féministe. Là, il n'y a pas de vérité. Mais il y a beaucoup plus de vérité dans ce qu'il dit là. C'est-à-dire qu'en fait, une position où il n'est pas récupérable ni par les pro-sionistes, ni par les anti-sionistes, ça veut dire qu'il est dans une position dialectique, véritablement. Là. Ça veut dire qu'il est en position de sujet. Et donc qu'il renvoie dos à dos les fausses oppositions, parce que c'est ailleurs que ça se passe. Le problème, c'est qu'il n'a pas tenu longtemps, cette position. Il est peut-être le seul à pouvoir la tenir sur un plan public, parce qu'il a à la fois le fait d'être un lettré, d'être quelqu'un de courageux et d'admirable, mais là, depuis quelque temps, il s'est laissé aller à une sorte disons, de laxisme sur le plan de sa syntaxe, et qui ne correspond plus à ses livres, à ses vrais livres de philosophie, comme Moins que rien, ou son livre sur Schelling, là, qui sont remarquables. Là, il est absolument, comment dire, incriticable dès qu'il est dans une position où il ne prend pas parti, justement, avec les signifiants frelatés de la réalité telle qu'on nous la propose. Ce n'est pas perçu de manière symbolique par le sujet avec l'arrière-fond de réel, hein, parce que le symbolique, ça va avec le réel. C'est ça aussi qui est
très peu compris des psychanalystes. C'est que le réel n'est pas quelque chose d'extérieur au symbolique. Il est une limite interne au symbolique. C'est ce qui fait que le langage tient sur lui-même tout seul, c'est qu'il est troué. Donc il tourne sur lui-même parce qu'il vient toujours remplacer un signifiant par un autre signifiant. Si vous ouvrez un dictionnaire, vous ouvrez sur un signifiant, vous avez d'autres signifiants pour définir un signifiant. Donc ça glisse tout le temps. On est dans une métonymie permanente qui fait que le langage, lui, comme une espèce de cercle, de chaîne très très complexe et tourne sur elle-même comme mue par un vide qui la sous-tend. Et ce vide-là, c'est le réel. Et c'est ça le vrai réel, c'est le réel d'un écart, c'est le réel de ce qui ne correspond ni au langage, ni à ce qui n'est pas le langage. C'est pour ça que le réel se définit d'être impossible. Et cette dimension-là de l'impossible, elle n'est pas à chercher dans une espèce de fantasme imaginaire. L'imaginarisation du réel, des comètes qui vont venir exploser la Terre, des monstres, des catastrophes, des guerres, etc., elle est inhérente au langage et c'est à chacun de nous de faire avec ce réel. Voilà, c'est ça la psychanalyse. C'est pour ça que la psychanalyse, c'est quand même très sérieux et très rigoureux sur le plan logique. Alors, peut-on sortir du discours capitaliste sans être un saint? Alors là, c'est très difficile comme question, puisque c'est vrai que c'est la bonne question, puisque alors je sais que Slavoj Žižek a fait un article là-dessus, et je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que il est lui qui sait très bien critiquer Miller, qui justement n'a jamais rien compris à Lacan. Miller, il faut le dire, hein, c'est pas la peine de se cacher en disant il a amené des choses. Non, c'est un universitaire pris dans le discours universitaire qui a capté un héritage et qui fait fructifier cet héritage à des fins qui sont sa propre jouissance. Mais il n'est pas dans l'esprit et dans la transmission ni de la lettre ni de l'esprit. Il trahit la lettre, bon, ça arrive à tout le monde, mais surtout il trahit l'esprit. C'est pas du tout, Lacan ne serait pas engagé pour Macron ou je sais pas quoi, ou il n'aurait pas fait des pétitions contre le Front National. Il faut être fou pour penser ça. Vous regardez, vous écoutez Lacan, jamais il n'aurait pu cautionner une position comme ça. Donc, Žižek le sait. Il le critique assez bien, d'ailleurs il dit que Miller est cynique, qu'il ne comprend pas le réel de Lacan, ce qui est vrai, et il l'aligne, il dit, il est à côté de la plaque, c'est un cynique, Lacan n'a jamais été cynique. Et cependant, sur ce coup-là, eh bien, il crédite l'interprétation pervertie du discours de l'analyste par Miller, qui en fait quelque chose de propre de la perversion. Il utilise pour ça la partie où, dans la partie basse du discours de l'analyste, il y a la formule du pervers qui est l'inverse de la formule du fantasme, c'est-à-dire A, poinçon, sujet barré. Mais sauf que ce qu'il oublie là, Miller, et que lui devrait savoir, c'est que l'analyste ne jouit pas de son analysant. Il ne jouit pas du travail de l'analysant. Il ne peut jamais en jouir. Donc de ce fait-là, ce n'est jamais de la perversion. C'est juste ce qui permet de sortir de la perversion du système politique qui lui-même est pervers. Et le discours de l'analyste peut se définir comme étant la forme de lien social qui est générée par la pratique d'une analyse. Et là, on se dit, qui a vraiment pratiqué une analyse, hein, pour en arriver à des aberrations comme ça. Le discours de l'analyste, ce n'est pas un discours de perversion, justement. C'est ce qui permet de sortir de la perversion. Parce que ça s'en approche au plus près, mais ça ne cède pas à la jouissance. Parce que s'il a fait son analyse jusqu'au bout, eh bien justement, il en sait quelque chose de sa jouissance et il ne tombe pas dans la perversion. Et ce qu'a fait Lacan, et c'est pour ça qu'il détermine cette notion de saint. Parce que le saint, comme il explique, c'est quelqu'un qui décharite, c'est pas quelqu'un qui va prôner la morale et qui lui-même se prend pour un être moral et ne revendique rien pour lui-même. Mais par contre,
il en sait quelque chose de son désir et de sa jouissance et il ne l'impose à personne. Mais par contre, il va pouvoir dire ce qu'il a à dire sur le monde parce que justement, il n'est pas récupérable. Voilà. Là, on rejoint peut-être la position de Zizek qui est potentiellement un saint, qui pourrait l'être, en tout cas dans les positions qu'il prend quand il dit voilà, on me reproche d'être sioniste d'un côté et pro-arabe de l'autre, et en fait, on me reproche d'être anti-sioniste et anti-arabe. Là, il pourrait être un saint, justement, parce que là, il décharite, il fait le déchet de cette pseudo-opposition. Parce que c'est ça le déchet, hein, c'est qu'il y a une opposition et il y a un reste. Eh ben, le saint, c'est le reste. Il joue pas de cette opposition. Hein. On n'est ni Macron ni Mélenchon, on n'est ni gauche ni droite, on n'est ni arabe ou Israël. On est ni ça ni ça. Voilà. On est un déchet. Alors, parce qu'aujourd'hui, tout le monde va essayer de vous faire entrer dans un camp. Non, le sujet, c'est justement ce qui ne rentre pas. Et la possibilité d'un collectif, c'est de sortir de ces illusions du moi. Hein, parce que ça, c'est juste du moi. C'est identificatoire. Ça vient donner, comme pour le bébé, une forme très floue et provisoire d'identification qui permet de se soustraire à l'angoisse. Le problème, c'est qu'il faut se confronter on n'est plus des bébés. Hein. À un moment, il faut arriver à se confronter aux angoisses, à nos propres impasses, etc. et arriver à dépasser notre condition d'être parlant qui présuppose une angoisse, parce que l'angoisse, c'est réel. Présence du réel, et on l'a tous vécu. Le traumatisme, on l'a tous vécu. On a tous eu cette angoisse-là de ne rien comprendre dans le monde dans lequel on était, et de ne pas avoir le matériel symbolique pour mettre des mots dessus. C'est un univers pré-symbolique, un univers des pulsions pures. C'est là où on se demande s'il y avait un sujet, justement. Et c'est là où le sujet, c'est justement pas le moi, parce que le moi vient barrer le sujet, et le moi vient devenir un autre du sujet. Alors que le sujet s'identifie à cet autre-là. Mais ça, c'est très bien raconté dans la dialectique du maître de l'esclave de Hegel, qui a anticipé ça de manière, mais c'est plus que magistral, c'est carrément une inspiration divine. Si vous lisez ça et vous l'écoutez plusieurs fois, c'est absolument indépassable. Hein. Et d'ailleurs, Lacan a utilisé ça pour déployer toute sa théorie hein, et l'émergence du sujet. Donc, moi, je place Lacan, comme le faisait Zizek jusqu'à il y a peu, en véritable continuateur du travail de Hegel pour la désaliénation, justement, la libération, la sortie, mais sauf qu'il diffère sur les modalités, parce que, mais ça on en parlera une autre fois, hein, parce que sinon c'est trop long, en quoi Lacan se différencie de Hegel à la fin. Mais je pense qu'il faut insister d'abord sur le fait de se ressourcer sur la conceptualisation hegelienne, pour bien comprendre Lacan, avant d'insister sur ce sur quoi il s'en différencie. C'est plus important ce qui est du même courant de pensée, qui est lui-même du même courant de pensée que Héraclite au début, Platon, c'est la révolution subjective infinie, hein, la révolution du sujet. C'est plus important de se connecter d'abord là-dessus pour comprendre Lacan que de voir ce en quoi il s'en différencie sur les modalités du sujet à la fin, hein, notamment avec la traversée du fantasme, l'assumation de l'autre barré, etc. Est-ce que le faible impact de la psychanalyse sur le monde musulman témoigne d'un moi faible? On peut penser ça. On peut penser que, d'une manière générale, tout ce qui est marqué par une structuration orientale, qui est liée à la prééminence de la communauté sur la vie. Donc, c'est des stades de développement. Il y a effectivement une difficulté à dissoudre le moi s'il n'a pas été déjà causeur de troubles et de symptômes. Mais c'est la grande découverte freudienne, c'est que justement, c'est par l'intermédiaire de la médiation de ce moi que vont se créer des symptômes. Puisque
Ça aussi, c'est une des choses les moins comprises en psychanalyse actuelle, c'est que, et sûrement pas par ce que tu appelles les acteurs de la critique sociale, c'est que la société est le produit de notre refoulement. La société procède du refoulement et pas l'inverse. Donc si on va chercher à se désaliéner de la société, c'est d'abord en nous, c'est pas dans la société. Quand on vient au monde, d'une certaine manière, on arrive dans le monde et comme une sorte de totalité, hein, une totalité organique. En tout cas, il y a une organisation, des principes de vie, c'est quelque chose c'est magique là-dedans. Il y a des organes qui n'ont jamais servi, comme les poumons, qui d'un seul coup, premier appel d'air, les poumons se mettent à marcher, etc. Il y a une forme de totalité. Et donc nous arrivons avec une morphogénèse particulière. Si on regarde tous les stades de l'embryon, on peut, comme Goethe, s'imaginer que nous avons traversé toutes les formes de la planète comme une dernière forme arrivée, ce qui justement après va donner une espèce de fantasme de domination. Mais non, c'est pas parce qu'on est la dernière forme arrivée sur Terre que ça nous donne une supériorité. Ça nous donne la responsabilité pour les autres formes, mais ça ne nous donne pas une supériorité sur les autres formes. C'est que les autres formes comptent sur nous parce que nous sommes justement les porteurs de la parole. Donc toute l'exploitation commence là. Donc ça veut dire que tout ce qui va constituer les signifiants sociaux, qui vont être l'autre pour nous, sont le produit de notre refoulement. On est obligé de refouler ces choses-là pour pouvoir se constituer dans un semblant d'unité. Cette unité va être en relation avec le monde, puisqu'on ne peut pas être autrement qu'en relation. Nous sommes les êtres les plus relationnels du monde. Donc la fonction du moi, par exemple, elle n'a rien d'organique. Elle est toujours dans un rapport à autrui. Mais c'est pas de l'intersubjectivité, comme croit Habermas ou l'autre là, le Belge là, qui parle tout le temps de l'autre comme non, c'est un philosophe belge là, tu sais, Lévinas. C'est juste une fonction d'opposition, c'est-à-dire de miroir et de rivalité. Donc on ne peut pas faire de l'autre non plus une espèce d'instance de l'absolu, et surtout qui serait tout amour ou je ne sais quoi. Non, c'est un travail. Arriver à assumer que l'autre n'existe pas et que en plus on doit l'aimer, et que c'est cette possibilité d'amour qui nous ouvre aux possibilités de lever le voile sur le fait que la société soit notre propre refoulement. C'est un sacré boulot, hein, ça ne vient pas comme ça, juste sur le mode de l'imaginaire. L'imaginaire de voir l'autre comme ça. Le Christ, c'est justement pas ça, hein. C'est beaucoup plus dur que ça, et justement, il y a une connexion très précise entre la subversion chrétienne véritable, hein, parce que, comme l'a très bien montré Žižek, d'ailleurs, il y a une dimension de la perversion, hein, dans le christianisme, mais il y a le côté subversif qui est majestueux et qui rentre en accord et en résonance avec la subversion psychanalytique exactement de la même manière. Il faut lire les textes avec beaucoup de précision et pas se laisser bluffer par les prêches des églises et des anti-églises. Il y a cette phrase « Seuls les athées sont de véritables chrétiens ». C'est Lacan qui dit ça. C'est Lacan qui dit ça. Ouais. Il dit que les vrais athées sont au Vatican. C'est-à-dire que c'est tout simplement une considération logique. Hein. Ça veut dire que thé, ça vient de théos. Théos, c'est Dieu en grec. Mais ça, c'est aussi la théoria, ça a un rapport avec la vision, etc. C'est une racine grecque. Et le monde des dieux a toujours été présent a priori comme une instance logique. Donc, pour arriver à être athée, qui est une dimension logique, c'est-à-dire privé de, c'est-à-dire sans
sans Dieu, il faut savoir de quoi on est sans. Comme on dit le café sans crème ou le café sans lait, voilà. Qu'est-ce qui manque? Quel est ce théos là? Donc il faut étudier la théologie. Si on ne peut pas être athée sans rien connaître de la théologie, comme l'idiot d'Onfray qui se présente pour être athée, il ne connaît strictement rien à la théologie, il prêche l'athéisme. Il n'y a que dans une époque aussi stupide, avec des gens aussi peu rigoureux dans l'étude des concepts, qu'on peut accepter quelque chose comme ça. Si tu veux dire que quelque chose n'existe pas, ce quelque chose, tu dois savoir de quoi tu parles. Hein? Lui, il veut rien savoir, il n'en sait rien du tout. Donc par contre, si tu étudies ça comme ça se faisait il y a un certain temps au Vatican, tu peux en arriver qu'au fait que le christianisme est la religion de l'athéisme par excellence. Mais pour affirmer qu'une licorne n'existe pas, j'ai pas besoin de disséquer une licorne. Mais tu es obligé de savoir de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis la licorne n'existe pas? Du fait que tu le dis, tu l'as fait exister déjà. Dans quelle impasse logique tu te mets? Si tu dis la licorne, qu'est-ce que ça veut dire exister? Ça veut dire, c'est sur le plan symbolique qu'on existe. Dès que tu nommes quelque chose, tu le fais exister d'une certaine manière, dans l'imagination. Donc quand tu dis quelque chose pour la nier, dans quelle position logique, toi, en tant que sujet, tu te mets? C'est ça la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu refuses de voir d'autre? Là, on est en plein freudisme, hein, on est dans l'histoire du mensonge au service de la vérité, hein, de la vérité menteuse. Pourquoi tu me dis que tu vas à Varsovie pour que je crois que tu vas à Lemberg alors que tu vas vraiment à Varsovie? Voilà, on est dans le langage, là. On ne parle pas de l'existence en tant que matériel. Hein. Dieu, bien sûr, personne n'a jamais vu Dieu nulle part. Hein. Donc, pas plus que les licornes. Mais c'est pas là que ça se passe, sinon on en reste à un niveau basique et stupide. Nous sommes des êtres de langage, nous devons questionner le langage qui nous détermine nous-mêmes. L'identification à une communauté se base toujours sur une culpabilité, qu'accompagne le désaveu fétichiste de cette culpabilité. L'identification au trait unaire, mise à jour par Lacan, produit la figure topologique de la bande de Möbius, unilatère, où la coupure ne passe pas entre le sujet et l'autre, mais divise un sujet qui ne se fige jamais dans une signification. Pour le fantasme identitaire, produit de l'imaginaire, la coupure passe entre le moi et l'autre inscrit en rivalité. Racisme, antiracisme, fascisme, antifascisme, droite-gauche, libéralisme, fondamentalisme, féminisme, patriarcat, pourtoussisme, intolérance, etc. Toutes les fausses oppositions de la réalité sociétale où c'est le moi et non le sujet qui se fixe sur une signification. Contrairement aux représentations d'une surface bilatère, la bande de Möbius est la figure topologique par excellence du jeu de l'énonciation. On ne peut pas y colorer du blanc à l'endroit et du noir à l'envers. Elle est unilatère. Sa coupure est ce qui produit le caractère insaisissable, réel du sujet.